Élèves de terminale S, bonjour. Voici la première leçon sur les lois de Newton consacrée au référentiel galiléen. Après avoir énoncé les première et troisième lois, nous verrons dans la deuxième leçon un exemple d'application de la première loi. Dans la troisième leçon, nous étudierons la deuxième loi de Newton et son application au mouvement dans le champ de pesanteur uniforme G. Dans la quatrième leçon, nous appliquerons la deuxième loi au mouvement dans le champ électrostatique uniforme E. Vous avez vu en classe de seconde ce qu'est le principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie d'un système isolé ou pseudo-isolé est animé d'un mouvement rectiligne et uniforme ou bien est immobile. En terminale S, on n'étudie pas le mouvement général d'un objet, mais seulement le mouvement de son centre d'inertie. Un système isolé est un système qui ne subit aucune force, ce que nous ne pouvons observer sur Terre. Un système pseudo-isolé subit des forces, mais elles se compensent, et donc la somme de toutes les forces qui agissent sur le système est égale au vecteur nul. Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Le référentiel héliocentrique peut être considéré comme galiléen avec une excellente approximation. Cela signifie que si je considère par exemple une météorite suffisamment éloignée du système solaire pour pouvoir négliger les effets gravitationnels et donc pouvoir considérer cette météorite comme un système isolé, celle-ci aura un mouvement rectiligne et uniforme dans le référentiel héliocentrique. Si nous connaissons un référentiel galiléen, nous en connaissons une infinité, car un référentiel en mouvement rectiligne et uniforme par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen. Le référentiel géocentrique est-il galiléen ? Dans le référentiel héliocentrique, le mouvement du référentiel géocentrique n'est pas rectiligne et uniforme puisqu'il fait le tour du Soleil en 1 an, soit environ 360 degrés en 365 jours, ce qui fait environ 1 degré par jour. Voyons ce que représente 1 degré. Zoomons. Voilà le chemin parcouru en 1 jour. Enlevons le contexte pour ne pas être influencé. Nous observons que le chemin est rectiligne. Donc, sur une durée pas trop longue, 1 jour ou 2, voire 3 ou 4, cela dépend du degré d'approximation que l'on veut, on peut considérer que le mouvement du référentiel géocentrique est rectiligne et uniforme dans le référentiel héliocentrique. Le référentiel géocentrique peut donc être considéré comme galiléen pour une durée pas trop longue. Le référentiel terrestre est-il galiléen ? Observons le référentiel terrestre depuis un point de la verticale du pôle Nord et considérons la ville de Paris, point en rose, par exemple. Les Parisiens, mais c'est vrai pour tous les habitants de la planète, sont sur un manège. Heureusement, ils n'ont pas le tournis, car le manège, très lent, ne fait qu'un tour en 24 heures, soit 360 degrés en 1440 minutes, soit 1 degré toutes les 4 minutes. Nous pouvons alors reprendre la discussion précédente, mais cette fois, le degré n'est pas parcouru en 1 jour, mais en 4 minutes. Comme nous avons dit que le référentiel géocentrique est galiléen si nous considérons des durées de 1 ou 2 jours, voire 3 ou 4 selon l'approximation souhaitée, nous disons que le référentiel terrestre est galiléen si nous considérons une durée de 4 ou 8 minutes, voire 12 ou 16, selon l'approximation souhaitée. Le joueur de curling compte bien sur le fait que le palet se dirige en ligne droite pour essayer de vaincre la partie. Il le peut,
car pendant les quelques 7 secondes du mouvement, le palais, que l'on tente de rendre le plus pseudo-isolé possible en balayant la glace devant lui, s'est déplacé dans le référentiel terrestre parfaitement galiléen. Car 7 secondes, ce n'est rien comparé à 4 minutes, cela représente 7/240e, soit l'équivalent d'un angle de 1/34e de degré, impossible de détecter la courbure du mouvement sur une si petite durée. Disons 2 mots des référentiels non galiléens. Si vous êtes dans le train ou dans le métro et que vous voyez un ballon de basket immobile, c'est que soit le train est immobile, soit son mouvement est rectiligne et uniforme. Précisons, sur une voie horizontale. Autrement dit, vous êtes dans un référentiel galiléen. Si par contre, vous observez le ballon qui se meut tout seul, c'est que vous n'êtes plus dans un référentiel galiléen, soit parce que le mouvement n'est plus uniforme, le train freine ou accélère, soit le mouvement n'est plus rectiligne, le train tourne à gauche ou à droite. Ici, par exemple, le train a tourné à droite. Je suis ici sur un manège tournant, spécial pour étudier les phénomènes en référentiel non galiléen. Je vais lancer une balle, regardez bien la trajectoire de la balle. Encore une fois, vous voyez que dans un référentiel non galiléen, le mouvement n'est pas rectiligne. Nous sommes ici à Paris, au Panthéon, en 1851. Et les gens que nous voyons là sont pour la plupart des physiciens. Un certain monsieur Foucault a installé un pendule sous la grande coupole. La longueur du câble est de 67 mètres et la masse suspendue de 28 kg. La grande longueur du pendule permet de le rendre très lent et la grande masse de la sphère lui donne un poids important. La vitesse de la sphère est faible, les forces de frottement dans l'air sont donc faibles et elles doivent être comparées au poids. Elles deviennent donc complètement négligeables et le pendule peut osciller longtemps. Observons ce qu'il se passe ici. La sphère est maintenue pour l'instant avec un fil que l'on va couper à l'aide d'une flamme. Car il ne faut absolument pas perturber le système, il ne faut pas que l'on puisse dire après que l'on avait donné une petite impulsion à droite ou à gauche, lorsqu'on a lâché la sphère. Vous voyez M. Foucault qui va couper le fil. Pour l'instant, le fil n'est pas coupé. Ça y est, le fil est coupé. Observez l'extrême lenteur du pendule. Regardez comme c'est lent. Majestueuse lenteur. Vous connaissez sans doute la formule qui donne la période du pendule, t égale 2pi racine carrée de L sur G. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver une période de 16,43 secondes, c'est-à-dire une période très grande. Vous observez ici les oscillations à l'échelle temporelle 1. Quelquefois, au Panthéon, on réinstalle le pendule de Foucault. Regardez ce qu'il se passe au bout d'une longue durée. Le plan d'oscillation, qui devrait rester constant dans un référentiel galiléen, varie. À Paris, le plan d'oscillation fait un tour en à peu près 32 heures. Pour comprendre plus facilement, partons au pôle Nord. On observe que le pendule oscille toujours dans le même plan, certes, mais par rapport à l'univers, par rapport au référentiel héliocentrique galiléen. Le pendule ne s'occupe pas de la rotation de la Terre en dessous. Si vous êtes au pôle Nord, vous avez l'impression que c'est le plan d'oscillation du pendule qui tourne. Pendant 14 siècles, depuis Ptolémée, on a considéré comme une vérité absolue que la Terre était au centre du monde et que le Soleil et les étoiles tournaient autour. Il a fallu attendre Copernic, puis Kepler et Galilée pour remettre ceci en question.
Les preuves que la Terre tournait sur elle-même étaient des preuves astronomiques. Il manquait une preuve directe, sur Terre, montrer qu'on était sur un manège. Foucault l'a fait. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous verrons les premières et troisièmes lois de Newton. À bientôt!